Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres domaines sur lesquels il peut y avoir encore de la jalousie? Est-ce qu'on peut être jaloux entre pays? Oui. Alors, quel type de jalousie on peut trouver entre les pays? Les ressources naturelles. Oui. Donc à ce moment-là, est-ce que ça s'appelle de la jalousie ou est-ce que c'est un autre terme? Donc c'est quelque chose de comparable, mais c'est pas, on n'appelle pas ça jalousie, mais on appelle ça comment? L'envie. Envie? Envie la situation de Envieux. Voilà, quelque chose de plus envieux. Donc au travail, c'est un peu la même chose. Toujours envieux de ce qu'on n'a pas. Alors, envieux de ce qu'on n'a pas. Donc ça peut être bien. De ce que l'on n'a pas. C'est pas, ils sont jaloux de tout leur personnel. De ce que l'on n'a pas. On va regarder ce que l'on n'a pas a un lien avec, symboliquement, le verre à moitié vide ou avec le verre à moitié plein. Est-ce que vous connaissez la symbolique du verre? Est-ce que dans le public, enfin dans les phrases du peuple, les gens parlent plus du verre à moitié vide ou plus du verre à moitié plein? Moitié vide. Plus du verre à moitié vide. La moitié vide, est-ce la partie supérieure ou la partie inférieure? Supérieur. La partie supérieure. Donc, ce que l'on n'a pas est beaucoup plus lié à la partie supérieure du verre à moitié vide. D'accord? Les gens font des grèves pourquoi? Pour leurs droits ou pour leurs devoirs? Pour leurs droits. Donc, c'est beaucoup plus ce qu'ils n'ont pas. D'accord? Qu'ils devraient avoir. Mais on ne fait pas des grèves pour nos devoirs. Pour être institué. Et donc, on préfère des grèves pour ce que l'on a, au lieu de faire des grèves pour ce que l'on n'a pas. Alors, l'infidélité, si on passe à l'infidélité. Est-ce qu'il y aurait des éléments qui pourraient être déclenchants à l'infidélité? D'accord. Donc, on peut devenir infidèle par rapport à la dévalorisation. Par rapport à quoi d'autre encore? Manque, oui. Donc, ça peut être d'amour, ça peut être quoi d'autre encore? Sexualité. Sexualité, quoi d'autre encore? Manque de caresse, de tendresse. Tendresse, oui. Donc, ça Envie peut- de plaire. Donc d'attention. Attention. Voilà. Quoi d'autre encore? D'être reconnu, ça rentre un petit peu dans tout ça, par rapport à la dévalorisation, donc d'être reconnu. La peur d'être trompé à son tour. C'est rare, mais ça peut exister. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle, et la peur d'être trompé va rarement vers la tromperie, mais ça peut exister. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle, et que la personne pense que c'est par peur d'être trompée qu'elle va tromper, mais il y a autre chose de plus profond derrière qui fait qu'elle donne cette explication, mais c'est pas la première. Mais il y a toujours L'abandon, la peur de l'abandon, d'être déçu. Oui, déçu, abandon. La curiosité aussi. Oui, la curiosité, ça. Oui, très bien. Oui. Alors, si on prend un thème en particulier, si on prend le manque d'amour, ou le manque de sexualité, ou le manque de tendresse, ou le manque d'attention, est-ce que ça veut dire que c'est un manque complet? Peut-être de l'ennui. Oui, non, oui. Mais est-ce que la personne, éventuellement, devient infidèle parce que c'est un manque complet d'attention, ou un manque complet de tendresse, ou un manque complet de sexualité? Donc ça peut être un manque partiel même. Partiel. C'est pas forcément un manque complet. Et éventuellement, ça peut être un manque très partiel. D'accord? Vraiment sur quelque chose de particulier. Alors, sur quelque chose de particulier, ça peut être pour aller voir ailleurs. Il y a des gens qui peuvent s'entendre intellectuellement parlant, et sexuellement, qui n'en ont pas. Tout à fait. Donc ils peuvent s'entendre sur un domaine, mais pas sur d'autres. Mais même s'ils s'entendent sur un domaine qui est la sexualité, ils peuvent s'entendre à 90%, ils peuvent leur manquer 10%. Et pour les 10% manquants, aller ailleurs. D'accord?
Donc c'est pas forcément pour la totalité. Ça peut être que vraiment pour... Bon, là, ça dépendrait de l'exigence alors, de la personne, du de niveau son- d'exigence. ou de son propre référencement, ou de sa propre attente. Et puis après, il y a d'autres personnes, par exemple, souvent dans la sexualité, on évoque les deux extrêmes, qui seraient le masculin par rapport au féminin, où l'homme, dans certains archétypes, pourrait mettre en place chez la femme ce qu'on appelle la mère et la putain. C'est-à-dire, la femme est trop haute placée pour avoir des relations type second lieu. Donc, il est obligé d'aller voir une autre femme pour avoir ce type de relation, parce qu'il ne peut pas l'avoir avec sa légitime, parce qu'il ne veut pas la salir. À notre époque, ça existe ça encore? Non. Je pense pas. Eh bien, Ah non, je pense pas. eh bien, si, Ah non. voilà, en tant que sexologue, je reçois des hommes qui Ah bon. ont cette difficulté-là. D'accord. Voilà. Addiction, j'ai prévu. Ça peut être lié en partie aussi à l'addiction. Non, je veux savoir si ça se Oui, dans l'infidélité, oui. Là, il peut y avoir l'addiction, tout à fait. Addiction, oui. Alors, si on regarde le troisième thème, la fidélité. Quels pourraient être les éléments déclenchants à la fidélité? L'amour. Oui. Quels seraient les autres éléments déclenchants à la fidélité? La complétude dans la relation. Par exemple. Et Complétude, ça voudrait dire avoir 100% de points communs. sans parler de 100%, mais avoir un grand pourcentage et très peu de mots. Voilà, très grand Pas de main, pourcentage de points communs. Au contraire de l'ennui. Bah oui, Alors, quoi d'autre encore qui pourrait donner l'exemple à l'infidélité? Parce qu'il y a l'inverse, mais encore d'autres éléments. Les valeurs morales, Oui, et d'où peuvent venir ces valeurs? sociales, familiales. De l'éducation. Religieuse peut-être aussi, hein. Donc ça peut être morale, ça peut être religieuse, et donc elle vient bien de l'éducation. Donc ça peut être pareil, du référencement, de l'exemple qu'on a reçu. Alors qu'est-ce qui peut déclencher encore la fidélité? La bêtise. Je plaisante. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Caméraman. C'était pour savoir si vous Caméraman. suiviez. C'est ça. L'envie de construire, Oui. avoir des buts, L'envie de construire. des objectifs. Donc est-ce que dans ce cas-là, les objectifs doivent être, comme on a vu tout à l'heure, beaucoup communs ou très peu communs? Partager, si possible. Partagés le plus possible ou... Oui, c'est le mieux dans ce cas-là. Voilà, donc c'est bien lié au nombre de points communs. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre part de jalousie, de fidélité, d'infidélité qu'on n'a pas évoqué? On va regarder au fur et à mesure. Si on regarde un petit peu certains éléments complémentaires, la jalousie peut être une émotion secondaire, mais en même temps, la jalousie c'est la réaction, c'est-à-dire c'est la conséquence. La jalousie peut veut dire d'une mauvaise interprétation ou de ce qu'on m'a dit. On a pu me dire quelque chose qui me rend jaloux. Un exemple, c'est que lorsque vous êtes avec quelqu'un, la personne vous dit, ou même dans l'éducation, bah, si tu n'es pas jaloux, c'est que tu m'aimes pas. Donc on peut être éduqué à devenir jaloux. Et inversement, on peut être éduqué à devenir fidèle, ou on peut être éduqué à devenir infidèle. Donc la jalousie est une émotion secondaire et représente des pensées, des sentiments négatifs, d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée. Donc la perte, c'est quelque chose d'important. De valeurs personnelles qu'un individu perçoit. Donc il perçoit les valeurs personnelles, son propre référencement. Ce n'est pas forcément des valeurs. Ça peut être parce que avoir peur de perdre, c'est pas une valeur. C'est une crainte. Mais l'individu le perçoit comme une valeur. La jalousie est un mélange d'émotions, comme la colère, la tristesse, la frustration, le dégoût. La jalousie ne doit pas être confondue avec l'envie. Donc on a ce qu'on a un peu regardé tout à l'heure. La jalousie amoureuse est une émotion empreinte d'agressivité, qui est la conséquence de la peur de perdre l'être aimé. Donc ça peut être aussi bien l'être aimé, mais on a vu, ça peut être son travail, ça peut être son enfant,
ça peut être son lieu de résidence, et ainsi de suite. Ou l'exclusivité, donc le mot exclusif est important aussi, parce qu'on rejoint ce qu'on a pu voir au niveau du doute, au niveau de la sollicitation, ou du pouvoir, ou de la compétition, qui sont liés avec ce mot de l'exclusivité. De son amour au profit d'une autre personne, sentiment qui peut être fondé sur l'imagination et non sur des faits. Donc, comment peut-on fonder les choses sur l'imaginaire? Pourquoi certaines personnes sont plus fondées sur l'imaginaire et d'autres sont plus fondées sur des valeurs réelles, cartésiennes ou mathématiques? Alors, si c'est plus fondé sur l'imaginaire, ça peut venir aussi de... Les gens sont plus introvertis ou plus extravertis en fonction des situations. Donc ils sont plus implicites ou plus explicites. Ils sont plus renfermés ou plus extérieurs, donc ils racontent plus leur histoire. Et suivant le type de comportement, ben, ils peuvent avoir donc, plus d'imagination ou moins d'imagination. L'imagination, c'est-à-dire que certaines personnes écoutent le dernier qui a parlé. Et puis d'autres, le dernier qui a parlé, ils savent très bien qu'il n'est pas forcément convaincant ni futile ni clair, donc ils n'écoutent pas. Donc l'imagination, on peut écouter le dernier qui est parlé, ou avoir des doutes, se faire des films, ou être construit toujours dans l'imaginaire ou dans la peur et autres, et avoir une imagination fluctuante, qui fait qu'on se retrouve dans cette difficulté. Fructueuse ou fluctuante? Et on a des comparatifs avec des gens qui peuvent être agoraphobes, par exemple, ou hypocondriaques, qui ont la même problématique. C'est-à-dire qu'ils ont un grand imaginaire, et cet imaginaire fait qu'ils se retrouvent dans ces difficultés-là. La suite, quand elle est permanente ou excessive, la jalousie est une forme de paranoïa, donc qui peut revenir sur le côté agoraphobe, qui a aussi une forme de paranoïa, ou hypocondriaque, et attaché à une relation amoureuse sur un mode possessif, voire exclusif. Alors, c'est quoi une relation amoureuse? On tombe amoureux de quoi? De qui? Comment? Pourquoi? Ça veut dire quoi une relation amoureuse? C'est que je aime quelque part, donc chez un individu, ou dans un animal, ou dans un végétal, ou dans une pièce, ou dans un voyage, ou dans une situation, ou dans un projet, ou dans un super-héros, ou dans le Père Noël, quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Ce que je aime quelque part est quelque chose que je aime. Et ce que je vois quelque part est quelque chose que je aime. Donc je ne tombe amoureux que de moi. Tout le temps. De parties que j'aime. Ce que j'aime quelque part est quelque chose que je aime. Donc partout où j'apprécie quelqu'un est une chose que j'apprécie. Donc je tombe amoureux de parties de moi. Soit acquis dans mon passé, soit en cours d'acquisition, soit en future acquisition. On le verra après. Mais c'est important d'arriver à comprendre ce que c'est que justement une relation amoureuse. Parce que ça peut aussi être acquis dans mon passé, ça peut être quelque chose qui fait référence aux référents que j'ai aimés, que j'aime. Donc mes parents, mes grands-parents, mes frères, mes sœurs, etc. Les super-héros et ainsi de suite. Donc ça peut être en partie des gens que j'aime ou que j'haïsse. Mais dans les deux cas, entre le génie et le fou, il n'y a qu'un fil. Donc c'est pareil, entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un fil. Et des fois, on n'arrive pas à faire la différence entre les deux, et on peut avoir des références qui font que, même si ça fait référence à des gens que j'ai aimés ou que j'aime plus, ce sont toujours des parties de moi qui m'appartiennent. Parce que ça a été dans le passé, ou dans le présent, dans le futur. Et tant que je n'arrive pas à discerner en moi ce que j'aime quelque part, est-ce que ça fait partie d'être ou d'entité ou de situation que j'ai apprécié et que j'apprécie toujours, ou que j'apprécie et que j'apprécie plus, ou que j'ai envie d'apprécier mais que j'aimerais jamais, si je n'arrive pas à distinguer entre les choses que j'aime et que j'aime pas, alors je risque de tomber amoureux de tout, de choses constructives comme de choses destructives. Donc les relations amoureuses sont difficiles là-dessus, tant qu'on n'a pas fait le tri en soi, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, ou éventuellement au fur et à mesure de la découverte de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas. Parce que toutes les relations font que, au fur et à mesure, les relations se transforment, évoluent. Au début, on n'a pas tous les éléments, on ne demande pas tous les éléments, on ne voit pas tous les éléments. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, je peux avoir plus d'éléments ou moins d'éléments qui font que je peux beaucoup plus aimer ou beaucoup moins aimer en fonction des situations, la personne ou la situation ou l'entreprise ou le travail et ainsi de suite.
Donc c'est pareil pour un travail, on parle aussi d'une relation amoureuse. Je peux aimer mon travail ou ne pas l'aimer. Voilà, être passionné, vous avez raison. Oui. La jalousie amoureuse ne peut naître si les partenaires ont une relation de confiance. Mais cette notion reste subjective chez les jaloux. Donc est-ce qu'elle est subjective que chez les jaloux ou elle est subjective un peu partout, cette notion? Est-ce qu'on peut justement avoir une jalousie amoureuse même si on n'a pas confiance dans l'autre ou que si on a confiance dans l'autre? Donc comme c'est bien subjectif, ça veut bien dire que ça dépendra du degré que chacun y mettra, mais certains peuvent être jaloux même s'ils n'ont pas confiance dans l'autre, mais simplement s'ils aiment. Et inversement, ils peuvent être jaloux. Surtout s'ils n'ont pas confiance. C'est surtout s'ils n'ont pas confiance. Oui, oui, mais certaines personnes n'ont pas confiance en qui? En eux-mêmes ou en... Beaucoup plus en eux-mêmes. Parce que là, c'est la relation, donc c'est pas confiance en nous. Vous avez raison, parce que moi, je parlais en l'autre. Donc, est-ce que c'est confiance en l'autre ou pas confiance en l'autre? Donc, eux vont dire dans l'autre, mais c'est la confiance en nous. Oui. Donc il y a quand même un manque d'estime de soi par rapport à ce que je... Souvent. Voilà. Souvent, dans cette problématique de jalousie, ce que j'aime quelque part est quelque chose que je aime, ce que je déteste quelque part est quelque chose que je déteste. Donc mon ennemi est mon ami, mais ça marche dans les deux sens. Celui que j'aime me renseigne aussi sur moi. C'est pour ça que si mon ennemi et mon ami me renseignent sur mes difficultés, celui que j'aime me renseigne sur ce que j'aime. Donc dans les deux sens, mon ennemi comme la personne que j'aime parle de moi. La jalousie est d'autant plus importante que la personne jalouse a le sentiment que son équilibre psychologique repose sur le fait d'être lié à la personne désirée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est repose sur le fait d'être lié. Donc c'est pour elle un sentiment. La jalousie est donc une problématique d'attachement propre au jaloux qui a besoin d'être rassuré, alors même qu'à tort ou à raison, le sentiment peut être fondé sur l'imagination. Donc c'est bien la peur par rapport à soi-même. Mais la peur par rapport à soi-même peut être déclenchée par l'autre. D'accord, vrai ou faux, ça peut être déclenché par l'autre. L'autre peut avoir un comportement que le jaloux estime être problématique, donc litigieux. Mais pour celui qui fait le comportement, c'est pas plus litigieux que ça. Alors pourquoi un comportement qui n'est pas litigieux pour une autre personne peut être problématique? Donc le comportement que la personne estime être difficile, donc le jaloux voyant un comportement ou un non-comportement, parce qu'on peut devenir jaloux de quelqu'un parce que la personne ne fait pas quelque chose qu'elle attendait, c'est par rapport à son référentiel, et son référentiel lui vient de son présent, mais surtout de son passé. Donc ça veut dire que dans la relation présente, il rapporte ce qu'il a appris dans son passé, dans la relation présente, et le présent avec la personne, il ne la voit plus, puisque son passé fait écran, donc il voit le présent à travers son écran du passé, et cela est influencé par le passé. Donc c'est pour ça que l'imagination a souvent un grand rôle. Et c'est pour ça que beaucoup de philosophie ou de thérapie parlent d'être dans le présent. Parce que plus on est dans le présent, moins on est dans l'imaginaire, soit d'un futur, soit d'un passé. Le futur est souvent lié aux peurs et le passé souvent au regret. Donc le présent est une valeur beaucoup plus sûre, puisque souvent quand on a dit à quelqu'un je t'amène un présent, c'est je t'amène un cadeau. Et le présent est beaucoup plus le cadeau des 3 temps. Si on pousse un peu plus loin, il est à noter que le jaloux reproduit généralement les mêmes schémas vis-à-vis de tous ses partenaires. Mais on a vu aussi que quelqu'un peut devenir jaloux, ne l'étant pas après, il peut apprendre la jalousie. Mais généralement, il a acquis depuis longtemps. Le jaloux peut alors être effacé dans le couple. Donc ça, c'est un cas particulier. Il cherche à posséder son partenaire à tout prix, et pour éviter de perdre son partenaire, il se met rarement en opposition en acceptant des compromis. Donc ça, c'est beaucoup plus rare, mais ça se produit. La jalousie amoureuse est souvent apparentée à la possession, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, éventuellement à la haine. C'est ce qui en fait sa force. Ce sentiment existe chez les hommes et chez les femmes, donc la possession. Donc ce qu'on a vu, c'est le côté verre à moitié vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets dans l'idée d'aller acquérir, conquérir, comme les religions ont fait, le verre à moitié vide, ce que je n'ai pas, je vais passer mon temps à oublier tout ce que j'ai, toutes mes qualités, donc je vais être dans une croisade
presque perdu d'avance, mais ça prendra tout le temps qu'il prendra. Donc c'est un sentiment que je fais exister et qui fait la force puisque je me consacre qu'à ça. Par exemple, une personne jalouse déteste voir ou imaginer son partenaire passer du temps avec d'autres personnes. Pas seulement parce qu'elle est privée de sa présence, mais aussi parce qu'elle s'estime seule bénéficiaire, donc bénéficiaire est un mot aussi important, légitime de l'attention de son partenaire. C'est un sentiment d'exclusivité qui peut priver le partenaire de liberté. Donc ça, c'est aussi un autre thème important. Liberté. On va regarder comment ça fonctionne. Alors, dans cette phrase, juste ci-avant, qui dit que mais aussi parce qu'elle s'estime seule bénéficiaire légitime de l'attention de son partenaire, on a vu qu'on peut le trouver dans tous les domaines. Et on a vu aussi que c'était fonction du nombre de points communs. Et si on remonte à ce qu'on a vu tout à l'heure, et qu'on dit que, éventuellement, on arrive, d'après ce que vous avez dit, à avoir un nombre de points communs important, une construction et des objectifs importants. À combien monteriez-vous la valeur pour dire qu'il n'y aurait plus d'infidélité? Combien de pourcentage monteriez-vous? 50, 60, 90, 99? Jusqu'à combien vous allez monter le nombre de points communs pour dire que ça pourra suffire pour qu'il n'y ait pas d'infidélité? Mais là, c'est avec le nombre de points communs, ça dépend de l'importance en fait. On pourrait les pondérer. C'est comme avoir des enfants, c'est très important. Oui. C'est coefficient 10, et puis après, Tout à fait. partager des restos, c'est un peu moins On important. va faire une hypothèse, avec la pondération que vous voulez. Mettez une hypothèse. Jusqu'à combien on va prendre la marge la plus forte pour que vous puissiez tomber juste? Moi, je pense qu'il n'y a, pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, hein. Rien n'est jamais acquis. Donc, c'est pas parce qu'on va être à 99,999% que demain, ça sera encore possible. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est, on va dire qu'on arrive à 80%, d'accord, de points communs. Les 20% qui ne sont pas en commun, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais des 20% que je n'ai pas en commun avec l'autre? Ça peut être une part de surprise et on peut le positiver. Ça veut dire que ce sont des points communs potentiels. Si c'est une part de surprise, ça veut dire qu'ils sont potentiellement communs dans le futur. D'accord? Si c'est une bonne surprise, c'est que c'est potentiellement bonne surprise, parce que surprise, ça peut être bonne comme moins bonne. Donc, si c'est une bonne surprise, c'est potentiellement commun dans le futur. Ou apprécier que son partenaire ait une autre passion, une autre D'accord. activité que Donc, celle qu'on aime nous. Donc, ça veut dire à ce moment-là qu'on apprécie ça, mais on autorise ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la personne puisse avoir cette liberté ailleurs, à un autre moment. D'accord? Donc, cette liberté ailleurs, ça peut être quoi? Ça peut être aller au bar, aller voir au match de foot, voir les copines, aller au cinéma, aller dans des conférences, le sport. D'accord? Mais il y a certaines personnes qui sont même jalouses de ce type de comportement. Ok. Donc pourquoi certaines personnes peuvent être jalouses que par rapport à la sexualité, d'autres peuvent être jaloux sur tous les comportements? Les gens souvent qui sont jaloux sur tous les comportements sont beaucoup plus des gens qui ont une grosse tendance à la manipulation et au harcèlement. C'est plus des gens qui jouent sur deux tableaux, qui sont beaucoup plus sur le harcèlement en même temps. C'est-à-dire qu'ils cloisonnent, ils veulent à tout prix cloisonner. Et dans leur jalousie, il y a aussi de la manipulation, parce que pour arriver à ce qu'il y ait la possession et que le bénéficiaire soit légitime, donc par rapport à cette possession, il faut bien qu'il y ait une manipulation pour arriver à faire rentrer l'autre dans un cadre et toute une technique bien étudiée pour savoir ce que l'autre peut faire, ne peut pas faire, et ainsi de suite. Mais infidélité, on le dit au niveau de la sexualité, mais pourquoi est-ce qu'on ne le dirait pas? Si justement il y a un des deux partenaires qui aime le foot, l'autre qui aime la musique, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas infidélité à ce moment-là? Puisqu'il y en a un qui va voir le foot avec le copain et la copine, l'autre qui va faire la musique avec le copain et la copine. Pourquoi est-ce qu'on met que l'infidélité au niveau sexuel et pourquoi on ne le mettrait pas aux autres niveaux? Donc on va voir que ça remonte à il y a longtemps. Pourquoi? C'est notre éducation religieuse aussi. Voilà, c'est ça, on va le regarder. Mais ça vient beaucoup plus d'autres éducations, donc qui sont restées engrammées. Mais on pourrait le mettre à tous les niveaux. Mais si on ne le met pas à tous les niveaux et qu'on le met beaucoup plus sur la sexualité et pas sur le reste, soit on le met partout, soit on le met nulle part.
Donc la jalousie, dernier paragraphe, se produit dans le cadre d'une relation à trois. Donc le A3 peut être individu, peut être le travail, peut être un projet, peut être un voyage, peut être absence, présence ou autre. Ce qui la différencie de l'envie ou d'être envieux. Lorsqu'un individu jaloux, qui peut être de n'importe quel sexe, homme ou femme, estime qu'une deuxième personne se comporte pour un tiers, une troisième personne ou un groupe, voire une chose, d'une façon qui le menace, selon lui, à tort ou à raison, la relation du couple et plus particulièrement sa place dans le couple, donc qui menace éventuellement sa place par rapport à la peur qu'il a, puisque il a peur de perdre sa place. Donc il s'est fait une place. Donc ça sous-entend qu'il a confiance, enfin il a un chemin tracé, et il ne peut passer que par ce chemin, et que tous les autres chemins lui seront défavorables. Ça veut dire qu'il ne peut pas se débrouiller dans toutes les situations. Donc par rapport au manque de confiance en lui, ça veut dire qu'il n'a pas toutes les vies, il n'a pas tous les voyages formés à la jeunesse, il n'a pas tous les chemins. Il y en a un particulier qui fait que s'il n'est pas sur ce chemin, il a peur du reste, donc pour éviter de ne pas avoir peur du reste, il essaye de se cantonner sur le chemin et de mettre tout le monde sur le même chemin. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment de jalousie. C'est-à-dire qu'il fait ce sentiment, il met en place ce sentiment de jalousie. L'essence du comportement jaloux ne réside pas dans cette inquiétude, parfois imaginaire pour le couple, ni dans le fait d'agir, mais dans l'intensité émotionnelle excessive qui l'accompagne et qui compromet le succès de cette action. Donc là, on a le côté intensité émotionnelle excessive. C'est là où on retrouve en partie le côté du manipulateur et du harceleur, puisque ces gens-là ont aussi beaucoup d'excès lorsqu'ils tombent dans ces travers. Donc il y a des points communs dans les extrêmes, il y a des points communs avec ces tendances-là. Les conséquences peuvent nuire à l'équilibre et à la communication dans le couple. Le jaloux exprimant parfois la possession de façon permanente, excessive, exclusive ou récurrente, représentant souvent la jalousie maladive. Ainsi, la jalousie est une forme de paranoïa. Alors est-ce que ça peut vous faire penser à d'autres choses, le fait que la possession de façon permanente, exclusive ou récurrente, puisse être présente? Est-ce que ça vous parle d'autres situations que l'on peut connaître, que l'on peut entendre, que l'on peut voir? Donc ça peut être lors des prises d'otages, où on maintient les autres, mais ça peut être aussi par rapport aux philosophies ou aux religions. Ça peut être les sectes, ou ça peut être des religions, ou des principes religieux. Bon ou pas bon, la personne pense que c'est bon, donc elle maintient de façon permanente l'autre dans une certaine situation. Le jaloux se sent libéré de sa jalousie uniquement lorsqu'il passe du temps avec son partenaire seul, ce qui à terme compromet la liberté du partenaire, chez qui la frustration peut naître avec le temps. Donc peut naître avec le temps. Donc ça veut dire que le temps peut arriver éventuellement à faire changer les choses. C'est pour ça que dans certaines phrases, des parents et des grands-parents, on entend « mets-toi dans un coin et attends que ça passe ». Prends du recul, la nuit porte conseil, et ainsi de suite. Donc le temps est aussi une valeur sûre. Les comportements de la seconde personne suscitant la jalousie chez la première varient. Ça peut être des regards, des propos, des dons d'objets, des petites attentions, des gestes, etc. Le jaloux traduisant ce comportement par de la jalousie, il y a souvent chez les jaloux une confusion entre pensée et réalité. Ce qu'on a vu tout à l'heure, où dans l'imaginaire, même si la personne peut avoir un grand imaginaire, il peut y avoir un bon fond, c'est-à-dire fondé sur des choses qu'il a pu comprendre, qu'il a pu voir, qu'il a pu expérimenter, et qui font que ça fait boule de neige avec son imaginaire, et puis il met tout le monde dans la même enseigne, et à ce moment-là, il est jaloux avec différentes personnes. La jalousie peut même être suscitée par un comportement ordinaire, considéré anodin, simplement regarder une personne dans la rue, par exemple. On peut parfois être jaloux de tout un groupe, même s'il s'agit très souvent d'envie, non de jalousie, dans le cas présent. Alors le côté envie, on l'a croisé plusieurs fois dans ce qu'on a vu. Donc ça peut être d'une personne, comme d'un groupe, comme d'un projet, comme de quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Et on peut donc être jaloux d'un animal, d'une situation, de finances, d'acquis, et ainsi de suite. Alors jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous rappelle des choses? Est-ce que vous avez des commentaires à rajouter? Des expériences? N'hésitez pas, je continue. On a vu l'histoire du verre à moitié plein, du verre à moitié vide.
Donc la moitié vide, comme vous l'avez dit, est celle-ci. Et dans ce verre, on a aussi le contenant et le contenu, qui peut être celui-là ou celui-ci en imaginaire. Donc c'est toujours le côté binaire que l'on évoque dans la situation, et ce côté binaire, quand il est bloqué, quand on vous dit c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire quand on vous dit c'est bien ou c'est mal, c'est l'un ou c'est l'autre. Si on vous dit c'est bien ou c'est bien, c'est pas pareil. Donc quand on vous demande de choisir, la problématique est difficile si ce choix est un choix à long terme. Si c'est un choix à court terme, et vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, on vous demande de choisir à long terme. Et ce qui fait que, n'ayant pas toutes les informations, le choix à long terme est difficile. Si c'est un choix à court terme, ou si c'est simplement une information, on ne vous demande pas de choisir, c'est plus simple. Donc, le binaire. Par rapport à l'être humain, on a ce même binaire par rapport au bourreau et à la victime. On a le côté plus masculin et le côté qui est plus féminin. Alors, chez tout homme et chez toute femme, il y a le masculin et le féminin. Donc là, c'est la représentation bloquée. Bloquée, c'est-à-dire, ce qu'on va voir au fur et à mesure, c'est le bourreau et la victime, c'est-à-dire qu'on a été éduqué dans nos archétypes avec le masculin est supérieur au féminin. Donc c'est comme ça qu'il est représenté. Mais dans tout homme et dans toute femme, il y a du masculin et du féminin. Donc ça veut dire qu'on peut être le bourreau de soi-même aussi. Et la victime est aussi bourreau d'elle-même. Et le bourreau est aussi victime de lui-même. Donc même si la représentation est une représentation bloquée qui nous explique pourquoi on a certains troubles, c'est du 50-50, ce sont des troubles que l'on va voir qui nous ont été donnés par rapport à différentes éducations. Et en plus de ça, on a ce côté de la peur du manque. Et cette peur du manque, elle nous a été apprise par quoi? Comment nous a-t-on appris la peur du manque? Est-ce que vous avez des exemples dans l'éducation, d'enfance ou d'adulte, de la peur du manque? Est-ce que vous avez des exemples? Autre exemple? La guerre. Oui. Des souvenirs de faim. Oui, et donc par rapport à ça, qu'est-ce que l'on dirait à la personne, donc à l'enfant ou à l'adulte, pour qu'il ne soit pas dans le manque? Parce que comment on lui dirait de remplir ce verre à moitié vide? Parce que pour certaines personnes, la guerre ne leur a pas fait remplir, ne leur a pas appris à remplir le verre à moitié vide, mais plutôt de découvrir le verre à moitié plein. Mais la majorité, vous avez raison, ont plus appris à découvrir le verre à moitié vide, à remplir le verre à moitié vide, plutôt qu'à découvrir le verre à moitié plein. Donc la guerre, c'est en gros par rapport à cette peur du manque. Mais on a aussi d'autres éléments, on a aussi d'autres éléments du style regarde ce que font tes copains, ils travaillent mieux que toi, donc regarde, ils sont meilleurs que toi, mais en même temps regarde le voisin, ce qu'il a fait dans sa vie, regarde la maison du voisin, la voiture du voisin, l'entreprise du voisin, et même regarde la femme du voisin. D'accord? Donc quand on dit tout ça, ça veut bien dire qu'on pousse la personne à aller voir la femme du voisin. Donc là-dedans aussi, dans la peur du manque, on nous apprend inconsciemment à l'infidélité. Parce que si on nous apprenait à voir notre créativité au fond de nous, on ne nous dirait pas d'aller voir, de regarder ce qu'a fait le voisin, ni dans la maison, ni dans la piscine, ni dans la voiture, ni dans l'entreprise, ni en conséquence chez la femme, mais plus notre créativité, et que, à ce moment-là, quand on développe notre créativité, on attire des gens qui nous correspondent. Mais de ne pas aller choisir des gens qui ne nous correspondent pas, parce qu'ils correspondent à d'autres personnes. Donc, dans cette peur du manque, inconsciemment, on nous a aussi appris à cela. Si on pousse un peu plus loin, justement, par rapport à ce que vous évoquiez, les religions. Toutes les religions ont un bon fond, mais elles ont été souvent déformées pour maintenir les gens sous le pouvoir. Donc, on va simplement regarder certaines difficultés que les gens ont pu transformer des religions. Donc, et c'est toutes les religions confondues. Un petit rappel, la femme étant traditionnellement considérée comme une ressource et le mariage, un échange de propriété contracté entre hommes, donc entre le mari et le père, parce qu'il y a l'histoire de la dot. Sur le plan religieux, en revanche, l'adultère est condamné dans toutes les religions, y compris dans certaines religions, la femme doit périr noyée. L'adultère masculin et féminin est condamné dans le judaïsme,
Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père et elle sera lapidée par les gens et elle mourra. Le lit qui bouge. Par contre, ce qu'on voit là, on le voit pour la femme, mais on ne le voit pas pour l'homme. D'accord ? Et qu'est-ce que ça peut donc amener par rapport au thème de la jalousie que l'on évoque ? A priori, la fidélité était demandée à la femme pour s'assurer de la paternité Par à exemple, l'origine. c'est une des hypothèses de l'origine. Ouais. Ça me rappelle une blague qui dit qu'on est sûr de sa mère mais pas de son père, c'est ça ? Donc je suis d'accord avec vous pour plaire aux politiques, hein, mais c'est tout. C'est peut-être pour ça que c'est aussi sévère pour la femme et beaucoup moins pour l'homme. Oui, donc donner un petit peu des arguments à ceux qui... Non, je ne donne rien du tout, le constat. Si, voilà, C'est vous une avez raison. vérité. Oui. Donc c'était un des arguments pour lesquels c'était demandé. Mais en même temps, par rapport à la jalousie, on parle beaucoup plus de la vertu des femmes que celle des hommes. Donc l'homme, on en parle beaucoup moins. Dans le christianisme, l'adultère est aussi condamné formellement dans le Testament, tout en affirmant le pardon de Dieu en cas de repentance dans l'épisode de la femme adultère. Mais il n'y a pas l'homme adultère. Depuis la fin du Moyen-Âge, voilà, l'État royal récupère à son profit toutes les causes matrimoniales et impose une législation inégalitaire. Mais donc, ça veut dire que de base, on transporte tout ça, quoi. C'est ça. Donc après, il va y avoir du boulot, il y a du boulot, quoi. On a pas, c'est pas demain, quoi. Voilà, mais c'est aussi pour vous montrer, parce que la question qu'on évoquait, c'est pourquoi on trouve qu'il y a infidélité dans la sexualité et pas dans le reste. C'est aussi par rapport à ce type d'éducation. La peine de l'authentique consiste à l'enfermer dans un couvent, après lui avoir fait subir certains châtiments. Crâne écrasé, c'était juste un châtiment. La Révolution française constitue à cet égard une parenthèse puisqu'elle en dépénalise l'adultère. Alors, suite à certaines expériences, enquêtes plutôt psychologiques, l'adultère est l'expression d'un manque dans le couple. Ses origines proviennent de besoins légitimes et insatisfaits. Donc légitime d'après ceux qui le vivent, mais c'est pas plus légitime que ça. C'est légitime par rapport à la référence de la personne. Les raisons invoquées sont quand l'un rend la vie impossible à l'autre, quand l'un trouve un manque d'attention et de tendresse, qu'on a évoqué, donc l'appétit sexuel qui est plus comparable à l'addiction, et la perte de désir dans le couple. Est-ce que vous verriez d'autres éléments que ceux qu'on a déjà évoqués? Alors, si on regarde du côté du fidèle, qui est au sens strict une personne qui adhère à une religion ou à la pratique, parce que c'est l'un des termes employés. Par conséquent, possède, d'accord, ou recherche la foi. Plus généralement, l'adhésion peut viser une cause profane ou une autre personne. L'adjectif fidèle qualifie au sens strict celui qui adhère à une foi, une cause ou une autre personne. Donc on a vu que ça peut être aussi bien une personne qu'une entreprise, une cause ou quelque chose de réel ou d'irréel, un projet, et ainsi de suite. Par glissement, fidèle est devenu synonyme de conforme, identique à un modèle. Le modèle fidèle est aussi référence à la fidélité dans le couple, aucune tromperie. Donc c'est souvent en dernier lieu. Ça, c'est une autre phrase philosophique. La fidélité. Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si on le voit symboliquement, et si on le transpose dans d'autres domaines, si j'ai un projet dans lequel je mets toute mon énergie, donc avec quelqu'un, c'est un projet. Mais si je dis d'y aller avec tout le monde, et que je désire mettre la même énergie avec plusieurs, je m'arrête à 4, je dois décomposer cet élément en 4, qui fait que je vais, en gros, avec 4 autres, arriver à tel objectif, d'accord, tel niveau. Donc si je le fais avec tout le monde,
et que je multiplie, ben, je ne vais pas aller très loin. Tandis que si je vais avec une seule personne, je vais beaucoup plus loin. Donc c'est des symboles qui expliquent aussi ce type de phrase philosophique. Est-ce que vous avez des observations là-dessus, des exemples contradictoires ou... C'est un peu contradictoire par contre avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur la jalousie, ça. Par exemple. Tout à l'heure, quand vous parliez du jaloux, vous disiez que c'était une personne qui ne pouvait pas, enfin qui ne laissait pas la liberté, suffisamment de liberté à son partenaire. Le fait d'être avec plus de monde, c'est une forme de liberté, enfin ça lui laisse la liberté, alors que là finalement votre phrase elle prône le fait qu'il faut rester à deux, comme ça, pour aller plus loin. Peut-être que là on ne remplit pas les besoins de tout le monde, là, dans la première flèche. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est le résultat des deux. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas condamner les deux, ou condamner les deux, fidélité, infidélité, parce qu'il y en a certains qui condamnent l'infidélité, d'autres qui condamnent l'infidélité. Donc vous pouvez ne pas condamner les deux, ou condamner les deux. En fait, il faut voir ce que vous pratiquiez l'un ou l'autre, où ça vous mène à long terme. Et quels sont les résultats à long terme? À court terme, c'est toujours entre deux eaux, on ne voit pas trop les résultats. Mais à long terme, on voit beaucoup plus les résultats. C'est un petit peu la même chose si on dirait que vous décidez de rentrer dans une philosophie, une religion, et que vous dites je vais faire un an dans chaque religion. Donc il y a 30 religions, et je vais faire 30 ans, un an dans chaque religion. Ou plus, un an dans une seule. Voilà. Dans la majorité des gens, quels seront les résultats si ils font un an dans 30 religions ou 30 ans dans une seule? Quel serait le type de résultat d'après vous? C'est un peu comme les études en fait. Oui. Je fais la recherche. C'est ça. Donc si je fais la première année de chaque étude, de chaque université ou de chaque diplôme, où je vais aller par rapport à si je fais mon diplôme en entier. C'est un peu la même chose. Donc les deux sont valables, mais il faut quand même que je sache à long terme où ça m'amène. Donc il ne faut pas condamner ni l'un ni l'autre, ni condamner l'un et l'autre, mais savoir à quoi mènent les deux. Est-ce que ça éclaircit un petit peu mieux? Un petit peu, pas bien clair encore. Alors, sur quel... Quelqu'un, il faut que ça soit le bon, en fait. Oui. Parce que s'il faut aller très loin avec quelqu'un qui n'est pas, qui ne correspond pas, pour savoir jusqu'au bout et voir le long terme, on perd du temps. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Peut-être la solution peut-être ce que vous disiez, c'est garder la première personne aussi, en même temps que les autres. C'est aller loin avec la première personne, peut-être, avec des infidélités, mais toujours rester avec la même au final. Après, il y a la polyfidélité aussi. Ah, Et là, on peut construire. Voilà, un terme Ça peut être ça positif. Ah, ça peut être ça, hein. La Attends, polyfidélité, ça existe aujourd'hui, hein. Polyfidélité, je ne connaissais pas. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Oui, tout à fait. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de solutions. Donc par rapport à ça, quel terme on garde? La monogamie ou la polygamie, ou rester avec quelqu'un toute sa vie malgré les infidélités, et construire. Mais il n'y a pas de vérité, en fait. Il n'y a pas de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin? Non, Jamais la personne vérité ne s'en universelle, elle réfère par rapport à n'existe ça. pas avant la Si aller matière. plus loin, ça veut dire se faire le maximum de partenaires dans une vie. On aura atteint l'objectif en ayant un maximum de partenaires. Tout dépend de l'objectif. Tout dépend des objectifs de chacun Voilà, aussi. c'est pour ça qu'il faut savoir à C'est long comme terme ça, où j'arrive. Où je vais. Oui, voilà. Et si à long terme Où je je sais veux où aller. j'arrive, je connais mon objectif, donc j'accepte ou pas au début. Mais faut-il encore savoir où on a envie d'aller, quoi. Mm. Mais justement, si on sait où on va, est-ce qu'on a plus tendance à être jaloux ou pas? Est-ce qu'on a plus tendance à l'infidélité ou pas? Si on sait où on va. Si le projet est de construire avec une personne et de vivre toute sa vie à côté d'elle, la fidélité est loin d'elle. En revanche, si c'est d'avoir un maximum d'expérience et de connaître un maximum de personnes, ça sera l'inverse. Oui. On a les deux. Bon, si on est... Il n'y a pas de vecteur. Enfin, moi, je ne suis pas de vecteur particulier pour aller.
Alors, comme vous évoquez plusieurs situations et qui sont vraies, ça veut quand même dire, puisque vous évoquez aussi avec quel partenaire, ça veut bien dire que le partenaire que je choisis, il va bien falloir que je mette sur la même vibration. C'est-à-dire que j'annonce la couleur au début. Et éventuellement que cette couleur puisse même changer en cours de temps. Et si je fais tout ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire tout ça? Donc d'annoncer au partenaire dès le début la couleur. Oui, Ah oui. tout à fait. Voilà. Et si je me la suis annoncé à moi avant, je vais avoir plus tendance à rencontrer ce type de partenaire. Il faut d'abord être Oui, la fidèle. recherche va être orientée. Voilà. Parce que magnétiquement, je vais attirer des gens qui seront semblables. Donc il faut d'abord se l'avouer à soi. Voilà, fidèle à soi, connaître ses objectifs. C'est ça. À ses attentes, et après, on est forcément fidèle à l'autre qui sera. Voilà. Mais je pense que la fidélité, ça commence par soi. C'est ça. Tout à fait. On peut aussi se le dire, le vivre, et que ça n'aboutisse pas. Oui, c'est ça. Les choses changent au fur et à mesure. Malgré l'amour, malgré le désir de construire, mais s'il y a sollicitation et que l'autre se laisse tenter, ça peut aussi déraper. D'autres choix, tout simplement. Moi, j'ai un exemple. Lors d'un covoiturage, je discutais avec un étranger qui était marié, lui était catholique, et son épouse catholique et lui orthodoxe. C'était la première question, comment faites-vous pour cohabiter ensemble? Et sa réponse a été stupéfiante, il m'a dit c'est le contrat de départ. On a posé le contrat de départ et on peut vivre ensemble parce que chacun respecte ce contrat. Ça fait 20 ans que nous sommes mariés maintenant, nous avons des enfants et personne n'impose rien à l'autre. Il y a ce respect et ce contrat de départ. Donc ils étaient chacun fidèles à ceux dont ils étaient, parce qu'ils pouvaient faire un choix, mais ça enlevait quelque chose à l'un des partenaires. Et il m'a dit ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant de cette manière. Ils ont fait un choix sur le type de mariage, un choix pour l'éducation de leur enfant, mais ça a été, il m'a dit, l'essentiel c'est de le dire dès le départ. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il y a beaucoup dans la religion, en l'occurrence, il faut toujours faire un choix de la religion de l'autre. Et moi, pour ma réflexion personnelle, ça m'a toujours dérangée. Pourquoi ne pas laisser chacun vivre, parce que la religion, si on va très loin, c'est l'amour, donc après, voilà. Mais ça a été un témoignage qui m'a beaucoup marqué, qui, je pense, rejoint ce sens de la fidélité de chacun, de ces deux êtres qui se rencontrent et qui poursuivent leur route ensemble. C'est vrai. Voilà. Alors, pour illustrer cet élément, et par rapport à ce qu'on a vu aussi précédemment, on a souvent deux partenaires, un plus féminin, l'autre plus masculin. Ce que j'appelle féminin peut être un homme, une femme, et ce que j'appelle masculin peut être un homme, une femme. Et il y a le présent de chacun, avec le passé de chacun, et le futur potentiel de chacun, avec le moment de la rencontre. Le moment de la rencontre est quelque chose qui est bien construit avec tout le passé de chacun, et les projets que les gens font individuellement avant de se connaître. Donc si justement ils avaient leur projet par rapport à leur religion avant, quand ils se sont rencontrés, ils se sont bien rencontrés magnétiquement par rapport à ce qu'ils ont ressenti et aimé chez l'autre, construit sur leur passé et sur leur futur potentiel. Donc c'est par rapport à ça, ça veut dire que la personne a déjà en elle quelque part un objectif, un projet. L'autre aussi a déjà un objectif, un projet, plus il y a un autre élément qui va venir de la vie commune. Mais très souvent, lorsque les gens se rencontrent, il y en a un qui fait une croix sur la moitié de son projet, l'autre qui fait la croix sur la totalité de son projet. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça explose. Donc dans ce contrat-là, vous avez raison, il faut pouvoir garder les deux projets, sauf les défauts des projets, parce que les défauts, on n'a pas envie de les garder, et donc de travailler les qualités de chacun des projets, et le projet commun. Et ça ne peut pas se faire à 20 ans, quoi. Pourquoi ça ne peut pas se faire? Parce que c'est aussi la somme d'expérience qui fait que, il me semble, de ce que j'ai vécu forcément si j'avance ça, que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place
rapidement. Parce que- D'où donc beaucoup de difficultés déjà à savoir à mettre en place un projet quoi. Il y a tellement de projets en même temps que ça fait beaucoup de projets quoi. Hein. Vous avez La raison. somme des projets, qu'ils soient affectifs, professionnels, Vous etc., avez- etc. Voilà. Donc, oui, après avec tout le poids de l'éducation derrière qui correspond pas souvent ou voire pas du tout à ce qu'on a envie de faire soi-même, et etc., etc., etc. Après tous les boulets qu'il faut s'enlever parce qu'on se rend compte que D'accord. ça fonctionne Donc, pas si très bien, on etc. pouvait éduquer les enfants à l'inverse de ce que vous venez de dire, donc sans les boulets et pas dans l'opposé de leur créativité, à ce moment-là, ça serait sûrement possible. Oui, ça veut dire qu'il faudrait dire à l'enfant ce que je te dis, c'est pas la vérité universelle, mais je te le dis avec mes valeurs. Lorsque tu seras en âge de décider toi, tu feras ce que tu veux. En attendant, je te passe mes valeurs. Oui. Mais c'est pas la vérité universelle ce que je te dis. Alors que dans l'éducation qu'on a eue, il n'y a que ça et il n'y a rien d'autre. Et le transport de boulet, après, il est impressionnant. Hein. Il y a un nouveau métier, ça, le transport. Non, c'est vrai. Alors, justement, par rapport à ce transport, lorsque Mais c'est lourd sur les épaules, donc c'est- si on les dépose pas, là on n'avance pas quoi. Hein. donc une façon de changer l'avenir, c'est pas que l'expérience, mais c'est d'apprendre aux enfants une autre façon de faire, c'est-à-dire leur donner plus d'éléments. Ok. Très bien. Alors, une autre façon de le voir aussi, c'est que quand on est enfant, les parents se débrouillent le plus possible en fonction de leurs moyens, à ce que chaque enfant ait sa chambre à lui, de créativité. Et lorsqu'on est adulte, on doit avoir aussi sa pièce de créativité qui représente ici, sur ce schéma-là, ces deux parties-là, et sur celui-là, ces deux parties-là. C'est-à-dire qu'il y a une zone commune. Cette zone commune, c'est cette partie centrale, sur laquelle il y a toutes les pièces communes que chaque personne, qu'une famille peut avoir. Et puis après, il y a des pièces de créativité de chacun. Sur ces pièces de créativité, on a toujours quelqu'un qui est plus introverti, quelqu'un qui est plus extraverti. Donc quelqu'un qui est très rigide et qui va aller apprendre, pas le bordel, mais la souplesse. Et quelqu'un qui est très bordélique, mais qui va apprendre pas la rigidité, mais la rigueur. Et si on va plus loin, s'il y a très peu de points communs par rapport aux points séparés, on se retrouve avec trois entités comme ceci. Si on a plus de points communs, on va se retrouver avec des entités comme ceci. Et si on a énormément de points communs, on peut se retrouver avec un seul lieu, puisqu'on a 100% de points communs. Donc la différence, c'est qu'ici, on a un peu plus de points communs. Là, on en a beaucoup moins par rapport aux activités séparées. Et ici, on en a beaucoup plus dans ce cas-là. Il y a tous les pourcentages entre les deux. Donc, à ce moment-là, comment pourrait-on faire justement pour... parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a beaucoup plus 100% de points communs. Dans ce côté-là, on a beaucoup moins de points communs, donc, voire 0%. Mais on a des points communs que sur une vie de couple, mais pas sur des vies séparées. C'est pour ça que certaines personnes arrivent à complètement s'annuler, se couper un bras, une tête ou autre, parce que les points communs, ils oublient les points communs des qualités de l'autre. Et ils veulent simplement une vie de couple. Et éventuellement, lorsqu'ils se séparent, ils disent « mais je vais penser à moi. J'ai fait que penser à nous, je vais penser à moi désormais. » Donc il est important que la personne puisse garder ces points communs et en même temps de voir si ces autres points-là peuvent devenir 100% ou pas. Est-ce qu'on a envie d'avoir 100% de points communs ou est-ce qu'on a envie d'avoir un minimum de points communs ou un certain pourcentage de points communs. Donc il y a des gens qui sont plus introvertis, d'autres qui sont plus extravertis. Est-ce que deux introvertis peuvent vivre 100% ensemble? Deux extravertis aussi, ou un introverti et un extraverti peuvent-ils vivre ensemble? C'est fonction aussi, un peu comme à la banque. Lorsque vous faites un crédit, vous avez deux éléments. Vous avez les intérêts et le capital. Donc ça veut dire que lorsque vous vous rencontrez ici, si vous avez beaucoup de points communs par rapport au passé, vous allez partir avec beaucoup d'éléments du passé. Mais au bout d'un moment, si vous avez peu de points communs futurs, vous allez arriver à zéro. Et inversement, si vous avez très peu de points communs
passés et beaucoup de points communs potentiels futurs, vous allez difficilement démarrer, peut-être même pas, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus cadré. Et après, vous avez l'intermédiaire, c'est-à-dire d'avoir les deux à la fois. C'est-à-dire d'avoir les deux, moitié passif, moitié futur. Et à ce moment-là, vous avez la fameuse étoile de David, qui est une étoile du roi de sagesse, et qui représente le principe masculin-féminin, la terre et l'esprit, la matière et l'esprit, et ainsi de suite. Alors, est-ce que ça vous donne un peu plus d'éléments par rapport à la fidélité et l'infidélité, comment il faut faire, comment on peut arriver à être plus cadré par rapport à ce qu'on veut, où il reste des zones d'ombre encore. Il y a eu beaucoup de questions. Donc tout le monde se débrouille, tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc quelque chose d'important, c'est un, de se connaître soi, tel que vous avez dit, et deux, de mettre un contrat. Mais alors il y a des gens qui vont dire, mais où est l'amour là-dedans, où est le... comment on appelle ça, l'imprévu, où est la magie? Alors, si on doit se connaître parfaitement et mettre un contrat, où est l'amour, où est la magie? Où est l'imprévu? Vous avez déjà fait des plannings très rigoureux? D'accord? Une fois que vous avez fait votre planning très rigoureux, il est respecté à 100%? À combien de pourcentage il est respecté? D'accord? Sur les personnes, il est respecté entre 10 et 90%. Donc il y a bien une grosse part d'imprévus. Donc même si vous êtes hyper rigoureux, il y a énormément d'imprévus qui restent. C'est un peu comme l'ombre de la résolution, ça. Oui, c'est ça. Par contre, si vous n'êtes pas du tout prévisible, vous n'avez que de l'imprévu. Donc là, c'est plus difficile. Mais là, qu'il faut faire. Pour la fusée Ariane, il y a très peu d'imprévus. Mais même où tout est cadré à la seconde près, il reste encore des imprévus. La fenêtre de tir, et ainsi de suite, ils mettent en route, ça ne démarre pas. Même si tout est cadré, il y a toujours des imprévus. Donc, si vous partez avec les meilleures résolutions qui sont 1, se connaître, 2, un contrat, il faut savoir qu'il y aura aussi de la magie. Mais après, il y a toujours le cas exceptionnel où la personne n'a pas besoin ni de se connaître, ni de faire de contrat pour tomber sur pile la bonne personne. Ça arrive. C'est plus rare, mais ça arrive. Il y a quelqu'un dans la salle? Ça en est tout, oui. Alors, on va regarder, puisque pas de question, on va regarder un autre paragraphe qui peut exprimer le côté fidélité, infidélité, jalousie. Et qui existe chez tout le monde, dans toutes les situations, mais que l'on peut maximiser ou minimiser, c'est-à-dire qu'on peut amplifier ou diminuer. Un jour, une femme vient me voir et me dit, voilà, j'étais avec un homme, c'était le Xème homme, avec lequel je ne suis plus. D'accord, c'est pas le premier. Parce que dans mon histoire, ça a besoin de ne pas être le premier. Donc, cet homme, je l'ai quitté. Pourquoi? Parce qu'au niveau intellect, mathématiques, spiritualité, cartésianisme, il était nul, 0 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, amour, passion, il était nul aussi, 0 sur 20. Au niveau physique, sport, sexualité, finance, matière, il était super fort, il avait 20 sur 20. La question qu'elle me pose, c'est, dites-moi pourquoi j'ai rencontré un homme comme ça. Et ce soir, c'est moi qui vous pose la question. Pourquoi cette femme a-t-elle rencontré un homme comme ça? Parce qu'avant, elle avait les autres. Les autres, ça veut dire quoi, les autres? Ben, ceux qui avaient 20 sur 20 en intellect, ou 20 sur 20... Donc c'était polyfidélité, c'est ça? C'est ça, oui. Ça doit être ça. Alors, parce qu'avant, l'homme qu'elle avait avant, au niveau intellect, mathématiques, logique, spiritualité, il était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau cœur, sentiment, tendresse, passion, amour, il était très fort, il avait 20 sur 20. Au niveau physique, sport, sexualité, finance, il était nul, il avait 0 sur 20. Donc cette femme a fait comme la majorité des gens font, c'est-à-dire on va chercher ce que l'on n'a pas, en oubliant ce que l'on a. Et on s'amuse, sans le vouloir, à faire ce yo-yo en passant d'un extrême à l'autre. D'accord? Donc en plus, dans ces critères-là, en plus, dans les critères de jalousie ou de fidélité ou autre, il faut s'apercevoir aussi du yo-yo que l'on fait soi-même. Donc c'est pour ça que c'est important de bien se connaître, et éventuellement de savoir que le contrat peut évoluer. Que même si on fait un contrat rigoureux,
le contrat évolue. Pourquoi? Parce que un couple, c'est bien une entreprise, c'est bien entreprendre quelque chose à deux. Si vous rentrez dans une entreprise et que votre contrat de salarié ne bouge pas, ça va plaire à une personne sur 100, une personne sur 1000. Les autres, ils veulent évoluer, et financièrement, et de statut, et de poste, et ainsi de suite. Donc si ça n'évolue pas, c'est pas rigolo. Et c'est pareil dans un couple. Ça va évoluer forcément. Comme une plante, grâce au soleil et à la pluie, elle est obligée de pousser. Elle va pousser, elle va progresser. Et l'être humain et la relation est la même chose. Donc en plus de ça, il y aura toujours une part d'imprévu, de magie, qui fait que, même si tout est cadré, ça peut aller totalement à l'opposé par rapport à d'autres éléments qu'on n'a pas pris en compte, parce qu'on n'a pas soit l'expérience, soit on n'a pas tous les éléments, ou soit parce qu'au fond de soi, au bout d'un moment, c'est trop train-train, et donc on a envie de changer. Alors est-ce que c'est bizarre, est-ce que c'est spécial, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou pas? Alors si on pousse plus loin sur un autre élément qui est lié à la jalousie, la fidélité, l'infidélité. On va prendre différents degrés d'évolution et d'éveil et de traction dans un couple. Souvent, il y en a un qui est un peu plus actif et un autre qui est un peu plus passif, suivant les circonstances. Ça peut être plus à la maison, plus au travail, plus avec les enfants, plus le week-end, plus le soir, plus le matin, etc. Et des fois, il y en a un qui est plus actif dans plusieurs domaines que l'autre. Donc, il y en a un qui est moteur. Donc, celui-ci, le premier est moteur. Et l'autre se laisse tirer. Donc, ça sous-entend que l'autre, sans le vouloir, freine. Qu'est-ce qui se passe à long terme? Puisque on a vu qu'il faut voir à long terme. Qu'est-ce qui va se passer si ça continue comme ça à long terme? À force de tirer les wagons, celui qui tire les wagons, d'un moment, il a toujours envie de tirer les wagons. On est d'accord. Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Il y a un ruban, un fil ou une chaîne? Il y a une chaîne. Ça dépend. Voilà. S'il y a une chaîne, ça veut dire que l'autre, tu l'as enchaîné. D'accord? Ça veut dire que l'autre n'est pas dépendant, qu'il n'est pas indépendant, qu'il est dépendant. Tu peux reformuler la question? S'il y a une chaîne entre les deux, ça veut dire que la personne qui est active... Non, la question. Non, alors ça... Alors, je vais la répéter différemment. Mais... J'avais dit une chaîne, un ruban. Fil ou ruban? Si. Non, mais sa question est intéressante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oui, ça arrive de temps en temps que... Sur secteur. que le fasse du beurre. De temps en temps, arrive qu'il se manifeste lui aussi. Alors, est-ce que c'est la vidéo montée ici? Si je reprends la question, mais ce qu'il a évoqué est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un peu l'inconscient qui parle. Si on évoque qu'il y a une chaîne entre les deux, donc il y a un partenaire qui est plus actif, le premier, et un qui est plus passif. Et si l'on imagine qu'il y a une chaîne entre les deux, on imagine qu'on a enchaîné l'autre. C'est-à-dire que si le premier, puisque c'est celui qui tire, met une chaîne, c'est qu'il veut rendre l'autre dépendant, il veut le tirer à tout prix. C'est qu'il veut l'amener à ses fins au premier. Donc, dans ce cas-là, il y a très peu de chances pour que ça casse, parce que c'est le premier qui a mis le câble en place. Ça avait demandé de reformuler la question, j'ai répondu rapidement. En fait, je voyais la chaîne avec un boulet au bout, pas... C'est comme ça, mais la problématique, c'est que la chaîne va très peu, sauf casser, mais elle peut casser. Donc, c'est plus facile de le prendre dans un cordon, dans le sens où c'est plus lié à l'amour, le cordon, qu'à la chaîne qui est plus liée à la dépendance. Donc, si on prend un fil entre les deux, c'est un petit peu comme les alpinistes, ils ont bien une chaîne pour se lier, pour éviter qu'il y en ait un quand on perd quelqu'un. Donc, quel que soit le fil que l'on met, si au bout d'un moment on tire, et que l'autre, sans le vouloir, met les freins, qu'est-ce qui se passe? Le fil casse, d'accord? Donc on imagine que ça casse. Quelle est la réaction en chaîne pour les matheux? Qu'est-ce qui se passe? Le seul matheux que j'ai, là, il a la tête sur la table, il ne regarde pas. Alors je répète pour les matheux. Si, ici, j'ai le principe actif qui tire, le principe passif qui freine, et que entre les deux, mon fil casse, vu que j'ai un tracteur et l'autre qui ne tracte pas mais qui freine, mais il ne freine pas entièrement puisque l'autre tire. Hein. S'il freinait entièrement, s'il était plus fort, il ramènerait l'autre vers le bas. Mais le résultat, c'est bien que ça monte.
Si le fil entre les deux casse, qu'est-ce qui se passe? C'est cool, l'autre. Ce qui se passe dans la réaction antenne, c'est que celui qui est moteur se retrouve de suite très loin. Il va se retrouver ici. Tandis que l'autre, qui est déjà entraîné, va continuer sur son élan et va se retrouver ici. Et par réaction en chaîne, comme on a pu le voir sur cet élément ici, sur ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui-ci, qui était passif, va devenir actif et rencontrer quelqu'un de passif, qui va lui faire subir à lui ce que lui a fait subir à l'autre. Et inversement, l'autre, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des cas, va trouver quelqu'un de plus actif, qui va lui faire subir à lui ce que lui a fait subir à l'autre. Donc les rôles souvent s'inversent. Pourquoi? Parce que quand la situation casse, c'est qu'on veut autre chose. Et ce que l'on veut consciemment ou inconsciemment, on le trouve. D'accord? Et c'est important de pouvoir le lier au côté fidélité, infidélité, jalousie. Pourquoi? Parce que ce matin, j'étais avec un groupe de familles qui avaient des enfants placés. Et par exemple, une famille avait un enfant qui se lavait pas. Depuis longtemps, il ne se lavait pas. C'était très difficile de le faire se laver, parce que c'est un enfant placé par la justice, donc suivant les problèmes qu'il a rencontrés, il ne se lavait pas. Et puis, l'enfant, pour d'autres raisons, a dû arrêter ce placement. Et la famille s'est retrouvée avec un nouvel enfant. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il fait le nouvel enfant? Non? L'inverse, il fait que se laver. Il n'arrête pas de se laver. Matin, midi, soir, il se lave, mais il n'arrête pas de se laver. Il retourne 3 fois se laver. Il a ce qu'on appelle un TOC, il va se laver. Donc, la conséquence, c'est la conséquence d'une problématique. Donc, d'un enfant qu'ils avaient en garde qui ne se lavait pas, la personne inconsciemment en avait marre, donc voulait un enfant qui se lave. Elle a vu un enfant qui se lave. Mais c'est passé d'un extrême à l'autre. C'est souvent le cas. Donc, je vous donne des cas plus grossiers, plus visibles, parce que le reste des cas, on les voit beaucoup moins, parce que c'est à moindre échelle. Et quand la personne, au bout d'un moment, nous gonfle, on le voit beaucoup plus. Le petit élément qui ne nous gonflait pas, au bout d'un moment, quand on ne voit que ça, on voit que ça, et ça prend toute la place. D'accord? Ce petit truc-là, quand on voit que ça prend toute la place, je vois rien d'autre que ça. Okay. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on passe souvent d'un extrême à l'autre. Donc, dans le côté jalousie, fidélité, infidélité, sexualité, il faut aussi s'apercevoir que on y joue en grande partie pour quelque chose. Donc, au moins pour 50%. Une autre façon de pouvoir aider à comprendre plus facilement cette problématique et à moins y jouer dedans. Vous prenez votre vie. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Revenir juste sur le schéma précédent. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas trop le choix. Ça sera toujours comme ça. Non, c'est comme ça tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas ça en référence. D'accord. C'est-à-dire que plus on le comprend, moins on va s'amuser à chercher ce que l'on n'a pas. D'accord. D'accord? C'est-à-dire, on rebond. Parce que si tout le temps on cherche ce qu'on n'a pas, on passe toujours d'un extrême à l'autre. Donc on n'arrête pas de faire du yo-yo et c'est très fatigant. Plutôt que la ligne droite qui est beaucoup plus facile. En alchimie, c'est la voie sèche et la voie humide qui est beaucoup plus fatigante. Donc, ça sous-entend par rapport à ce que vous avez dit, c'est que dès le début, même si je mets les parfaites conditions en place, si je zoome sur les parfaites conditions, je vais quand même retrouver ce yo-yo. Parce que même si ce n'est pas à grande échelle, ça sera à petite échelle. Et même si c'est à petite échelle, au bout d'un moment, ça va me gonfler. Donc, je vais devoir mettre dès le début dans les conditions que, pour les deux personnes, si j'ai des difficultés, je vais devoir y travailler dessus. Parce que si je ne veux pas y travailler dessus, si je ne veux pas avancer seul et avec mon partenaire dessus, au bout d'un moment, ça va casser aussi. Donc même si on met toutes les conditions, il faudra aussi mettre les conditions qu'on a tous des défauts, et que dans le temps, d'autres défauts peuvent apparaître, ou si je veux d'autres qualités, je vais devoir travailler d'une certaine façon, et donc je vais aussi devoir mettre dans le contrat que je vais devoir travailler sur mes défauts ou sur mes qualités. C'est difficile à comprendre, mais ça fait partie du contrat. Il ne faut pas croire qu'on n'a que les défauts ou les qualités d'origine. On en a d'autres après qui apparaissent et que l'on ne peut pas avoir au début. Donc, c'est pas toujours comme ça. Plus on a conscience, moins, justement, c'est le schéma suivant qui aide justement à ne plus jouer là-dedans. Ici, c'est l'origine de votre vie, le début de votre naissance. Et puis ici, c'est le moment où vous êtes maintenant. Et grossièrement, symboliquement,
Ici, il y a la partie de votre vie que vous avez fait en famille. Éventuellement, après, vous avez été seul ou avec quelqu'un. Puis, vous avez été avec quelqu'un. Puis, encore avec quelqu'un d'autre. Puis, éventuellement, vous avez été seul. Puis, avec quelqu'un. On imagine que vous soyez voilà, par ici maintenant. Pour justement éviter de faire ce yo-yo, les 3 questions à se poser, c'est, premièrement, dans chacune des relations, pourquoi, qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Donc, pourquoi je suis parti? Dans chacune des relations. Donc, ce n'est pas ici, ni ici. C'est uniquement dans chacune des relations. Ça, c'est la première question. La deuxième question à se poser, c'est, à ce moment-là, vers quoi je voulais aller? Quels étaient mes objectifs? Vers quoi je voulais aller? Et la troisième question à se poser, c'est, quand j'étais seul ici, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie que je n'ai pas fait lorsque j'étais à 2? Si je me pose ces 3 questions, je vais beaucoup moins faire du yo-yo, et en même temps, ça sera beaucoup plus clair dans le contrat que je mettrai en place, par rapport à ce que je ne veux pas, ce que je veux, et ce que je ne dois pas oublier. Et tout ça aide, justement, à ce qu'il y ait plus de fidélité, donc à soi, donc à l'autre, et qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui nous corresponde beaucoup mieux. Vous pourrez répéter les 3, oui. les 3 Alors, questions la première, quels sont nos objectifs? La première, c'est le négatif, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne veux plus? Pourquoi je suis parti? Ça, c'est la première des choses. Donc ça peut être partie de ma famille, partie d'un partenaire, partie de mon travail, partie d'un logement, partie d'un pays, partie de X ou Y chose. Donc pourquoi je suis parti? Qu'est-ce qui m'a dérangé? La deuxième, c'est le plus, c'est vers quoi je voulais aller à ce moment-là, puisque j'étais dans un creux de vague. Et vers quoi je voulais aller, vers quoi je voulais tendre. Quels étaient les objectifs que je me suis donnés. Parce que très souvent, tous ces objectifs, quand j'en refais la liste, je m'aperçois, tous ceux que j'ai oubliés depuis. Et tous ceux qui, il y en a peut-être quelques-uns, très peu qui sont obsolètes, mais il y en a plein que j'ai oubliés. Et que j'ai mis de côté, qui font que je suis encore dans une galère aujourd'hui. Et le troisième point, c'est celui entre deux. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie entre deux, c'est la première interrogation, que je ne fais pas lorsque je suis à deux. Sauf si c'est des défauts, hein, quand on ne parle pas des défauts, on parle que des qualités. Qu'est-ce que je fais de bien quand je suis seul, que je décide de ne plus faire quand je suis à deux? Et si c'est des choses bien, on revient à ce schéma ici, c'est-à-dire là, quand l'autre m'a aimé, j'étais dans cette vibration-là. Et si après je l'enlève, ben, c'est normal que l'autre ne m'aime plus ou aille voir ailleurs. Est-ce que ça vous donne des questions? On est presque arrivé à la fin, il nous reste 5 minutes. Il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés. Est-ce qu'on peut aborder vite fait le thème du célibat? On va regarder, il me faut une question. Juste avant ça, est-ce que vous avez, parce que ça peut répondre, alors dis-moi ta question. Non, je voulais qu'on aborde, s'il nous reste temps... Ben, tout ce qu'on a évoqué parle du célibat aussi. Mais c'est ici, choix d'une vie commune ou célibataire. Voilà. C'est-à-dire que Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires, il y a l'alternance, il y a la non-cohabitation, il y a la relation de plus en tout à fait. plus. C'est pour ça que je mets ce schéma ici. Ça, parce que c'est énorme, parce que c'est quelque chose qui vient à grande force, c'est ça. Tout à fait. Mais pour moi, c'est dans des choix posés. Tout à fait. Mais pour moi, ce que vous venez de dire est représenté dans ces 4 schémas. D'accord ? Et c'est pour ça que je réponds donc à notre ami par ces 4 schémas qui font qu'on a toutes les solutions entre les deux. Mais il faut pouvoir les poser et c'est variable en fonction justement du nombre de points communs qu'on a entre les deux. Et quand on dit on a une pièce chacun, mais ça peut être un appartement chacun. Hein ? Est-ce que vous avez... Dans un vrai choix. Est-ce que, justement, par rapport au vrai choix, justement, est-ce que vous avez, certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Mr. Nobody? Oui. Oui. Donc ce film parle justement du choix et en même temps de la vie seule, la vie à deux et ainsi de suite. Oui. Donc c'est un film qui parle aussi de mécanique quantique, donc, qui explique le pourquoi du comment. Et en même temps, bon, il y a plusieurs façons de comprendre, mais une façon de le comprendre, c'est qu'arrivé à la fin, toutes les histoires arrivent à la même chose, c'est-à-dire à la même personne qui a le même nombre de points communs.
si vous reprenez tout le fil, il arrive tout le temps à Anna. Donc toutes les histoires, il arrive à Anna. Quel que soit le chemin qu'il prend, il arrive toujours à la situation de cœur la plus importante qu'il devrait vivre. Maintenant, c'est évoqué sur 118 ans, c'est évoqué sur une seule vie, mais ça se produit aussi sur plusieurs vies, si vous voulez le voir comme ça. Mais que ce soit pour une personne ou pour un travail, c'est pareil. Il y a très peu de gens qui restent dans un travail qui ne leur plaise pas. Ils changent pour arriver jusqu'au travail qui correspond le plus à leur créativité. C'est pas sûr qu'ils le trouvent, mais ils changent le plus possible pour y arriver. Et s'ils y arrivent, ils y arrivent. D'accord ? Donc même si on se plante, on est fait pour arriver à l'objectif. Mister Nobody. Il dure 2h30. Donc mettez le taux, soyez concentrés, suivez bien l'histoire. Il faut s'accrocher un peu, oui. En fait, toutes les 3 minutes, il vous donne un morceau du film dans tous les sens. Donc il faut vraiment être cartésien, logique, pour suivre. Quitte à prendre de notes, quitte à le voir 3 fois. C'est un lelouch. Non, le louche, c'est beaucoup plus simple. Ah bravo, plus ça. Celui-là, en fait, il raconte 3 vies, donc avec 3 femmes. Dans chacune des vies, il raconte plusieurs possibilités. Il en raconte une 4e qui est son manuscrit, donc le manuscrit qu'il fait avec dans une 4e vie, plus celle qu'il est en train de vivre en 2028 avec la personne qui... Donc il y a 5 vies en parallèle, avec plusieurs histoires dans 3 vies. Donc ça lui fait au moins 6, 7, 8 vies. Dans un seul film de 8h30, c'est une même personne qui vit 8 vies. C'est pour dire que tous les chemins mènent à Rome. Oui, c'est exact. C'est une façon de dire. Si on se trompe, c'est pas grave, on recommence. Exactement. Et, ça, c'est bien. et donc, on a toujours mieux. Et Et à chaque fois, on a toujours mieux. En différent. Vers mieux. Après. Le non-choix, les discrétions. Tu disais que l'école de David, c'était un symbole. David, dans la philosophie, c'est un roi de sagesse. Pourquoi ? Parce que un jour, Il y a une corrélation avec le. Il y a une corrélation par le dessin, mais pas en lien avec le judaïsme. Avec le roi. D'accord ? Pour moi, toutes les religions disent la même chose d'une façon différente. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Avec le roi, pourquoi ? Parce qu'une fois le roi, il y a plusieurs histoires, mais dans une d'entre elles, c'est il y a 2 femmes qui se disputaient un enfant. Ah, le roi Salomon. Voilà. Oui, je l'ai vu la semaine dernière. Voilà. Donc, quand il s'est disputé l'enfant, qu'est-ce qu'il a décidé de faire quand il a vu ces 2 femmes se disputer l'enfant ? On va couper en deux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, la mère, elle a dit, ben non, mais à ce compte-là, j'aime autant qu'elle prenne mon enfant, mais ne coupez pas mon enfant. Elle a dit, c'est pas le mien. Elle a dit, pour ne pas le sacrifier. C'est pas le mien. Donc c'était elle, la mère. Quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une mère pour... C'est l'artifice que le roi Salomon a utilisé pour savoir qui était la mère. C'est ça. Je ne sais pas si je me suis... C'est exact. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi un des éléments de cette étoile qui, en alchimie, explique le masculin, le féminin, l'alpha, l'oméga, le sexe féminin, le sexe masculin, le sexe fort, le sexe faible, la matière et l'esprit, le yin et le yang. C'est une autre façon de dessiner le yin et le yang. Et là, bon, je passe du coq à l'âne pour reprendre les 4 symboles là, que tu pour le ramener à la vie de célibat. C'est quoi la corrélation? Alors, dans un couple, tu peux très bien vivre une vie de célibat dans un couple. Il y a le schéma à 100%. Alors, c'est quoi le 100%? Le 100%, t'as pas d'effort à faire. Alors, T'as pas de conflit, t'as pas de... en fonction de l'être humain, tu peux très bien avoir une vie de célibat quand tu es totalement en fusion, comme quand tu es totalement séparé. Il y a des gens qui ont tellement de fusion avec l'autre, c'est-à-dire, par exemple, tu prends 2 écrivains ensemble, qui écrivent toute la journée leurs livres ensemble, dans la même pièce éventuellement, dans la même maison, et qui vont se rencontrer à certaines heures pour le manger, le dodo, etc. Mais c'est la même chose qu'une vie de célibat. Tu peux très bien vivre avec quelqu'un presque en célibataire. Célibat ou presque le schéma du haut, quoi. C'est la même chose, c'est-à-dire que tous les schémas évoquent la même chose suivant où tu les prends. Et donc tu peux avoir des vies communes en étant avec quelqu'un, près de quelqu'un ou loin de quelqu'un, mais en même temps être célibataire près de quelqu'un ou loin de quelqu'un. Et la vie commune, c'est quoi C'est la merde. Non, mais je veux dire, on peut ne pas cohabiter et peut-être être même en fusion, c'est ça. Donc on peut avoir une relation exceptionnelle, mais on ne cohabite pas.
qu'est-ce On qu'on a met en renoncé à la cohabitation, par Qu'est-ce exemple. qu'on met en commun? si- Parce qu'on a fait ce choix à un moment donné. Voilà, si par exemple, C'est ce que j'ai fait. les- Je m'en parle. voilà, si par exemple, C'est merveilleux. si par exemple les gens ont, on va dire sur 30%, enfin sur 30 dixièmes, enfin ils ont un trentième de points communs. Je prends un trentième par rapport à 30 jours. S'ils ont un trentième de points communs, ils vont vivre la fusion pendant un jour sur 30. Mais ça peut être un jour 24 heures divisé par 1 heure par jour aussi. Mais il faut savoir qu'actuellement, le couple moyen vit consciemment ensemble entre 1 heure et 2 par jour, consciemment ensemble. Donc, ça veut dire qu'on a entre 1 trentième et 2 trentièmes de points communs. C'est pour ça que ça sert à rien. Intérêt zéro, là. Non mais c'est vrai, et ça c'est quelque chose qui n'est pas posé dans les... C'est ça. Mais quand on le verbalise comme ça, c'est foudroyant quoi. Il y avait un film hier Donc, soir avec Parillon et... Plutôt que de se prendre la tête Et 1 heure par jour. Oui, Ouais, il y avait un film hier soir avec Mathilde Seigné, Parillon et Godrèche. C'était 3 clichés de femmes Je l'ai vu. de Moi, ce... je Voilà. l'ai déjà vu. Et bon, ben, Mathilde Seigné, elle était en peine pour trouver un compagnon parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie, etc., etc. Et les deux autres lui disent, mais t'as pas besoin d'un... Mais pourquoi t'as besoin d'un mec? Elle lui dit, pour payer la moitié de mon loyer. Ça va pas. ça peut être un choix. C'est les points communs. C'est les points communs. C'est les points communs. Voilà. Donc on a fini. Oui, dites-moi, une Juste question. Allez-y. pour parler de vie non commune, Oui. est-ce qu'on peut avoir une relation fusionnelle à 13 000 km de distance quoi? Il y a toujours l'exception qui confirme la règle, que ça peut exister parce que l'amour au téléphone, ça existe. Donc, Ça ne fait pas appel à l'imaginaire et justement ça tient comme ça en alerte si, parce qu'on est loin, parce que bon, après, fantasmes, etc. quoi. par exemple, et puis il se peut que si ces gens décident de vivre ensemble, ça marche pas. Ouais. Donc ça marche mieux comme ça, à distance, que C'est vrai. ensemble. Merci encore Merci. Merci à vous. pour vos questions, votre présence. Bonne soirée à tous. Bonne À soirée, bientôt. merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, très bien.